Aujourd'hui, j'ai le plaisir, mais j'ai aussi l'honneur de vous présenter le catalogue qui s'appelle Architecture, itinérance, pratiques novatrices pour une ville solidaire. En fait, j'ai l'honneur de vous le présenter. On vous le dévoile. Tout à l'heure, c'est mes collègues Sarah Lou et Elisabeth qui vont vous en parler un peu plus en profondeur. Donc, ce catalogue, c'est le fruit d'une année de recherche où on s'est intéressé, on a fait un état des lieux sur les stratégies et les pratiques de design et d'aménagement prometteuses et solidaires qui participent au bien-être des personnes en situation d'itinérance. Tout ça a commencé autour d'un café entre deux amis. Caroline Grimard, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, et Bruno Demers, le directeur général d'Architecture sans frontières. Leur idée, en fait, c'était d'aborder les enjeux de l'itinérance urbaine en alliant les forces de deux disciplines qui conversent très peu, donc l'architecture et le travail social. Et j'y converse très peu. Quand ils conversaient, c'était même plutôt pour parler de design hostile ou de tout ce qui était négatif de l'architecture par rapport au travail social, par rapport à l'itinérance. C'est d'ailleurs quelque chose que Faten a soulevé ce matin dans un de ses commentaires. Donc, ce café-là, c'était quelque part en 2019, mais le tout s'est concrétisé plutôt en 2021, grâce au support qu'on a obtenu pour 3 ans, un support offert par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, par l'entremise des fonds d'initiative des rayonnements de la métropole, et aussi grâce à l'appui d'1 an de la Ville de Montréal dans le cadre de la subvention Développer ensemble une plus forte culture du design, offerte conjointement par le ministère de la Culture et des Communications. Au-delà du catalogue, ce projet de recherche et de transfert de connaissances s'intéresse à comment l'architecture et le design et l'ensemble des pratiques d'aménagement formelles et informelles peuvent contribuer, d'une part, à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation d'itinérance et, d'autre part, à l'amélioration des pratiques d'intervention sociale. C'est un gros chantier et le catalogue qu'on vous présente aujourd'hui n'est qu'une première. L'équipe de recherche qui a su relever le défi est imaginée par Bruno et Caroline. Et éventuellement aussi, j'ai participé à tout ça. Bien, la pilote aujourd'hui, c'est Sonia Blanc, que vous avez vu plusieurs fois, qui est architecte, mais qui est aussi chargée de recherche chez Architecture sans frontières. On a aussi pu bénéficier des talents et la rigueur de 3 collaboratrices universitaires. Véronique Lapanne, que vous avez déjà rencontrée ce matin, qui est étudiante au doctorat en travail social de l'École d'architecture. On a aussi Sarah Lou Wagner-Lapierre, que vous allez rencontrer tout à l'heure, qui est étudiante au doctorat d'École d'architecture de l'Université de Laval. Et Elisabeth Prince, étudiante à la maîtrise à l'École d'architecture de l'Université de Montréal. C'est donc Sarah Lou et Elisabeth qui, dans quelques minutes, vous présenteront le catalogue. Depuis octobre 2021, il y a aussi un comité consultatif qui appuie le projet de recherche en offrant des conseils, aussi en facilitant les relations, l'approche avec différents organismes, en revisant et en bonifiant les contenus qu'on imagine. 3 groupes de personnes sur ce comité, donc il y a des professionnels de recherche, il y a des architectes, puis il y a aussi des partenaires du milieu de l'itinérance. Il y a Maude Beausoleil, je vais commencer par les professionnels de recherche. Maude Beausoleil, chercheuse au Centre-Aide du Grand Montréal. Iréna Latec, qui est professeure à l'École d'architecture de l'Université de Montréal. Anne-Marie Brodou, qui est chercheuse aussi et professeure à l'École de design de l'UQAM. Faten Kikano, que vous avez rencontrée quelques fois. Elle est chercheuse et au Centre de recherche en responsabilité sociale et écosystème, aussi connu sous CERC. Puis c'est aussi notre déléguée internationale chez ASFQ. Il y a aussi Anna Kramer de l'École School of Urban Planning de McGill. Côté des architectes, Suzanne Bronson et Claire Davenport. On a nos partenaires du milieu de l'itinérance, Luc Desjardins, directeur général du groupe L'Itinéraire, Annie Savage, directrice du réseau des personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM, et Michelle Chapas, directrice générale du mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, le MMFIM. En fait, ce catalogue-là, c'est une revue de littérature, ni plus ni moins. Mes collègues ont complété la recension de plus de 150 écrits de titres jugés pertinents sur les projets d'architecture et de design nationaux et internationaux, à toute échelle, destinés aux personnes en situation d'itinérance. Ils se sont aussi intéressés aux services destinés aux personnes habitant la rue ou à risque d'habiter la rue. Elles sont aussi intéressées au processus de conception et aux méthodes scientifiques d'aide à la conception.
Un constat assez important a émergé de leur travail. En fait, rares sont les recherches et plus largement les écrits dont le focus est l'aménagement, le design, les caractéristiques spatiales à privilégier pour mieux répondre aux besoins des personnes qui habitent sans ancrage au logement. Par rapport à ça, je remercie bien sûr Mme Gilles Pablé qui a offert une contribution assez phénoménale à ça. Donc, ces travaux, c'est parmi les premiers travaux qu'on a découverts, qui nous ont, en fait, qui ont littéralement qui ont été le début de notre revue littérature. Donc, je vous en remercie. Je vous parle de cette lacune d'emblée parce qu'après la présentation, je vais revenir vous voir, puis on va vous inviter à participer. Parce qu'on veut vous entendre, on veut vous faire participer à la poursuite de nos travaux. Parce que là, la première année se boucle, mais il y en a au moins 2 autres qui s'en viennent et peut-être plus, nous l'espérons. Donc voilà, alors sans plus tarder, je vais inviter mes collègues Sarah Lou et Elisabeth à venir vous présenter le catalogue. Sarah Lou juste pour vous les introduire un petit peu, Sarah Lou a réalisé un baccalauréat et une maîtrise professionnelle en architecture où elle s'est familiarisée avec les enjeux complexes soulevés par l'intervention architecturale dans l'habitat précaire. Elle est aussi détentrice d'une maîtrise et d'un baccalauréat, je crois. Donc, les deux encore, baccalauréat et maîtrise en philosophie, où elle s'est spécialisée en théorie critique. À titre de chercheuse, elle a collaboré depuis 2018 à des projets de recherche visant à favoriser le bien-être des usagers lors de la rénovation de bâtiments institutionnels. Maintenant, au doctorat, elle s'intéresse aux relations personnes-environnement. Elisabeth Prince est également détentrice d'un baccalauréat en architecture et elle fait présentement une maîtrise qu'elle terminera tout bientôt. Son projet de recherche-création et son projet de mémoire portent sur la ville-refuge ou sur l'hospitalité de l'espace urbain. Plus largement, elle s'intéresse à la recherche interdisciplinaire en sciences humaines et en aménagement. Donc, comme Hélène vient tout juste le mentionner, on a le plaisir de dévoiler aujourd'hui le catalogue qui s'intitule « Architecture et itinérance, pratiques novatrices pour une ville solidaire ». C'est un catalogue qui fait état des recherches qu'on a complétées avec Architecture sans frontières depuis mars dernier. C'est une publication qui contient notre toute première réponse à la question « Comment favoriser, par des pratiques d'aménagement, le bien-être des personnes en situation d'itinérance urbaine ». La journée de conférence qui se clôt aujourd'hui nous a permis de réaffirmer à plusieurs reprises la pertinence d'une telle question de recherche. En effet, la toute première présentation de la journée nous a rappelé combien, entre autres causes, la crise du logement et la pandémie de COVID-19 ont précarisé des milliers d'individus au cours des dernières années. Les conférences nous ont aussi ouvert les yeux sur le rôle que peut jouer l'aménagement et qu'il joue parfois pour exclure les personnes en situation d'itinérance dans la ville. La littérature scientifique regorge d'exemples de gestes d'aménagement qui contribuent au processus d'invisibilisation des personnes en situation d'itinérance. On peut penser par exemple au design hostile, c'est-à-dire à la création de dispositifs qui servent à expulser certains individus de l'espace public en empêchant la tenue de comportements ciblés. Un exemple courant de ça, ce serait l'insertion de bancs sur lesquels il est impossible de s'étendre ou encore de la musique choisie pour pas que les adolescents flânent dans des centres d'achat. On peut penser aussi au démantèlement de campements urbains qui sont souvent coûteux et violents. Les villes s'y adonnent pour répondre aux plaintes de citoyens ou de commerçants qui sont établis dans des quartiers qui sont souvent nouvellement gentrifiés. L'effet de ces démantèlements est pourtant assez bien documenté, à savoir qu'ils précarisent et traumatisent encore davantage ceux qui habitent sans ancrage au logement. Le design est aussi mobilisé pour créer pour les villes une image de marque afin de les rendre attrayantes aux yeux des touristes ou du capital. Les personnes en situation d'itinérance fuient souvent les espaces centraux qu'ils occupaient naguère lors d'événements qui y créent une grande affluence. Bref, de façon consciente ou non, ces gestes d'aménagement visent à rendre invisible aux yeux des citoyens mieux nantis la pauvreté qui, évidemment, n'en est pas pour autant rayée. En effaçant, pour ainsi dire, les personnes en situation d'itinérance de l'espace public, celles-ci s'avèrent souvent déplacées vers des cieux encore moins cléments. Elles sont repoussées vers les marges des villes où elles ne trouvent pourtant ni communauté pour les accueillir, ni services adaptés. De tels gestes ne tiennent pas compte du fait que, comme en témoignait aussi notre second bloc de conférence, l'espace public peut représenter un chez-soi. Peut-être faudrait-il alors considérer que lorsque nous intervenons dans des lieux qu'ils se sont appropriés, nous avons à leur égard une certaine responsabilité.
Malgré le portrait assez sombre qu'on vient tout juste de dresser, il y a aussi plusieurs conférences dans la journée qui nous ont permis de nous familiariser avec le potentiel du design en vue de favoriser le bien-être des personnes en situation d'itinérance. On a vu par exemple la recherche qui est menée sur le Trauma-Informed Design qui permet de cibler des gestes à poser afin de concevoir des environnements qui sont mieux conçus aux besoins des personnes en situation d'itinérance. On a également pris connaissance d'outils qui servent à faciliter l'acceptation sociale de projets qui offrent des services pour les personnes en situation d'itinérance. On a aussi vu que le design participatif peut être une méthode privilégiée pour s'assurer que les personnes en situation d'itinérance ont voix au chapitre lors du design d'environnements qui leur sont destinés. Bref, si le design peut d'un côté contribuer à l'exclusion des personnes en situation d'itinérance dans la ville, il a aussi de l'autre le potentiel d'être mobilisé afin de favoriser leur bien-être par l'aménagement. Donc, le catalogue qu'on vous présente aujourd'hui a pour but de réunir la littérature scientifique qui était disponible, qui nous permet de dresser un portrait des pratiques d'aménagement qui peuvent favoriser le bien-être des personnes en situation d'itinérance. En ciblant les pratiques d'aménagement, on a concentré notre attention surtout sur tous les gestes qui peuvent être posés en vue de modifier l'environnement. On désigne par ça autant les processus de consultation, de législation, de programmation, de conception, de construction ou simplement d'appropriation. Bref, on a considéré les gestes qui peuvent être posés par une multitude d'acteurs. Des acteurs tels que des designers et des architectes, mais aussi des employés de la ville, des intervenants, des occupants de l'espace. Bon nombre des textes qu'on a recensés traitent de la manière dont l'aménagement contribue à l'exclusion des personnes en situation d'itinérance. Hélène vient tout juste de le mentionner. Puis, quoique ces textes aient été cruciaux pour saisir les dynamiques actuelles dans la ville, notre revue de littérature visait aussi pour sa part à rassembler les pratiques qui, au contraire, ont le potentiel d'avoir une incidence positive sur leur bien-être. Nous jugeons que l'environnement contribue au bien-être d'un individu lorsqu'il est en adéquation avec ses besoins et ses goûts et qu'il n'est pas en contradiction avec ses aspirations. Autrement dit, notre revue de littérature a eu pour but de recenser la manière dont les pratiques d'aménagement peuvent contribuer à créer des environnements qui sont fidèles aux goûts, aux besoins et aux aspirations des personnes en situation d'itinérance. On a considéré que l'itinérance n'était pas non plus un bloc monolithique, c'est-à-dire qu'il fallait être à l'écoute de la multiplicité des visages que pouvait revêtir l'itinérance afin de pouvoir concevoir des espaces inclusifs. C'est pourquoi notre revue de littérature a été assez ambitieuse, c'est-à-dire que pour être fidèle à toutes ces réalités différentes-là, on a choisi de prendre en compte 5 typologies différentes, à savoir les logements et les centres de jour, les logements, les centres de jour et les refuges, mais aussi les villages et maisons, les campements urbains et les places publiques. C'est une revue qui nous a permis de réunir en tout plus de 150 sources qu'on a jugées pertinentes, qui nous ont permis de mieux comprendre le lien entre l'itinérance et l'aménagement. À l'issue de notre revue, on constate quand même plusieurs limites dans la littérature scientifique qui était disponible. D'abord, il existe très, très peu de littérature scientifique et de recherche qui porte vraiment spécifiquement sur l'aménagement et l'itinérance. Pour vous donner un exemple, les monographies sur le sujet se comptent à peu près sur les doigts d'une main, puis on a dans la salle présentement celle qui a écrit la plus récente qu'on a recensée. Donc, je parle évidemment de Mme Pablo. Il faut effectuer des recherches supplémentaires aussi pour mieux déterminer les besoins spécifiques des sous-groupes au sein de la population itinérante. On l'a déjà dit, l'itinérance, ce n'est pas un bloc monolithique, puis c'est important de comprendre comment l'expérience de tous ces groupes-là peuvent varier, en fait, selon l'âge, l'identité de genre, l'origine culturelle, etc. Puis même parmi les projets d'architecture qu'on a recensés aussi, qui se démarquaient et qui nous semblaient exemplaires, il existe très peu d'études post-occupationnelles qui nous permettraient vraiment de se prononcer pour dire de manière rigoureuse quels étaient les impacts de ces projets ou des pratiques d'aménagement qui les avaient fait naître. Ces limites tracent toutes, pour nous, des avenues à explorer durant les prochaines phases de la recherche, phases dont il sera question à la fin de notre présentation. Malgré ces limites-là, on a quand même été capable d'identifier plus de 200 pratiques d'aménagement à privilégier afin de concourir au bien-être des personnes en situation d'itinérance. Puis une fois ces pratiques-là identifiées, il nous a fallu aussi procéder à une classification des pratiques, donc trouver évidemment un ordre logique pour les présenter. Par exemple, repérer celles qui se recoupaient ou qui étaient liées aux autres, les unes aux autres. Ça nous a mené à réduire notre catalogue à 70 pratiques qui sont classées en 5 catégories principales. Donc, je vais suivre en vous expliquant un peu la logique derrière la classification des catégories. Donc, les 2 premières catégories, soit reconnaître le droit à l'espace public, puis faciliter la cohabitation sociale, vont regrouper des catégories qui ont trait à l'échelle de la ville.
Donc, dans ces catégories-là, on va essayer d'aborder les frictions qui peuvent survenir dans des espaces publics, puis essayer de trouver des stratégies d'aménagement pour encourager une cohabitation qui est saine. Ensuite, la troisième catégorie, qui est concevoir des espaces inclusifs, va concerner les processus de design à prioriser pour parvenir à créer des espaces inclusifs pour les personnes en situation d'itinérance. Puis dans cette catégorie-là, on a essayé de mettre en relief l'importance de tisser des liens entre la recherche, la conception puis la consultation. Ensuite, pour les deux dernières catégories, on a conservé les pratiques qui vont concerner l'échelle du bâtiment lui-même. Donc, c'est aménager un lieu sûr puis soutenir l'autodétermination, pardon. Puis, on va essayer d'insister sur la manière dont les besoins spécifiques des personnes en situation d'itinérance peuvent être traduits dans l'environnement bâti des projets qui leur sont destinés. Donc, la première catégorie qu'on a identifiée s'intitule « Reconnaître le droit à l'espace public ». Comme Caroline Grimard nous le rappelait tout à l'heure, la reconnaissance de la légitimité de l'occupation de l'espace public est souvent conditionnelle au fait d'avoir les moyens de consommer dans l'espace ou au moins de posséder un espace privé à soi, qui ne soit pas cet espace public. L'usage de l'espace public engendre au contraire souvent des dynamiques de répression lorsqu'il est utilisé par ceux et celles qui y habitent. L'usage des lieux publics, par exemple, pour la quête ou encore pour effectuer des gestes qui sont normalement relégués au domaine privé, comme dormir, se laver ou uriner, est souvent considéré transgressif. Donc, la première catégorie, en fait, regroupe des pratiques d'aménagement qui pourraient faciliter la reconnaissance de la légitimité de la présence des personnes en situation d'itinérance dans l'espace public. D'après notre recension, le design peut y contribuer grâce à des aménagements qui sont polyvalents, qui peuvent être investis par toutes et tous, ce qui permet que chacun ait l'opportunité d'utiliser l'espace comme il le souhaite. Le design peut aussi contribuer par une offre de service qui est adaptée aux besoins des personnes en situation d'itinérance qui habitent les campements ou la rue. Le design peut enfin être mobilisé pour sensibiliser à la réalité de l'itinérance, que ce soit en démystifiant cette réalité ou encore en s'érigeant en véritable plaidoyer pour le droit à la ville. Notre catalogue recense donc plusieurs outils qui sont existants, qui sont développés pour faciliter le processus de design d'espaces conçus pour des personnes en situation d'itinérance. Plus tôt aujourd'hui, on a parlé déjà de deux d'entre eux. En fait, deux d'entre eux vous ont été présentés. Il y a eu celui présenté par BC Housing, donc pour le Community Acceptance, puis Design for Homelessness. À l'écran, vous allez voir un autre exemple d'outil qui figure au sein du catalogue. Donc, celui-là a été développé par SPUR, je ne sais pas comment il prononce, en collaboration avec Yann Guel. C'est un outil qui a été développé, en fait, afin d'offrir aux aménagistes un support lorsqu'ils souhaitent concevoir des espaces publics où la coexistence avec les personnes en situation d'itinérance est plus aisée. Il y a par exemple pour vocation de déconstruire certains mythes relativement à l'itinérance, mais aussi de cibler dès le début du processus de consultation des sources potentielles de conflits. Ça a pour but de mettre en place par le design des solutions qui sont adaptées pour minimiser les sources de conflits. Diminuer les sources de conflits liées à la coexistence dans l'espace public, ça passe entre autres par le fait de s'assurer que les lieux demeurent propres et sécuritaires. Ça se fait en prévoyant une offre de service qui est mieux adaptée aux besoins des personnes en situation d'itinérance, par exemple des services publics d'hygiène ou une collecte de déchets qui est adaptée. Vous voyez à l'écran présentement un projet de Bridgman Collaborative Architecture, qui en est un bon exemple. Le projet se nomme Pop-Up. En fait, il propose au sein d'une installation mobile des salles de bain publiques qui sont accessibles à toutes et à tous au centre-ville de Winnipeg. C'est des salles de bain donc, qui sont accompagnées d'un comptoir où il y a un préposé qui veille à l'entretien et à la collecte de seringues usées. Il s'agit en fait d'une installation qui est temporaire, qui a surtout pour vocation de sensibiliser les autorités et le public relativement à la nécessité d'avoir de telles installations permanentes dans le futur. Même si ces installations-là sont explicitement conçues pour alléger les difficultés qui sont vécues par les personnes en situation d'itinérance, elles servent aussi à tous les citoyens qui sont eux aussi pénalisés par l'absence de telles installations. Donc, les personnes en situation d'itinérance qui habitent l'espace public peuvent aussi éprouver le besoin d'avoir un endroit sécuritaire pour y laisser leur possession. Les casiers solidaires que vous voyez à droite de l'écran sont une tentative de répondre à ce besoin.
Donc, c'est des casiers qui ont vu le jour afin de permettre aux personnes en situation d'itinérance de bénéficier d'une certaine paix d'esprit en sachant que leurs effets personnels sont en sécurité. Ça a été aussi développé pour faciliter leur mobilité dans la ville, entre autres en période hivernale, en évitant d'avoir à se promener avec une panoplie de possessions sur le dos ou avec un chariot. Le modèle à l'écran, c'est une conception de Duarte Paiva qui contient en su un casier postal. Donc, l'accès à une adresse postale, ça permet aussi aux personnes en situation d'itinérance de faciliter des démarches légales et contractuelles et d'accéder à une panoplie de services. Alors ça, c'est seulement quelques exemples. On aurait pu en mentionner bien d'autres. Tantôt, on a parlé aussi des haltes chaleur, ou encore on pourrait parler du recours au Wi-Fi ou à la présence de téléphones publics. Mais ça vous donne quelques idées de ce qui peut se trouver dans cette fameuse première pratique. Et la deuxième pratique, c'est faciliter la cohabitation sociale. Donc, comme dans la pratique précédente, on s'intéresse encore à l'échelle de la ville, mais ici un peu plus spécifiquement à la cohabitation puis au voisinage autour des projets qui sont destinés aux personnes en situation d'itinérance. Donc, par rapport à la cohabitation sociale, on a retenu la définition d'Ansereau qui dit que la cohabitation, c'est le partage d'un espace public par plusieurs individus dont les interactions vont s'inscrire dans un grand spectre des modes d'entente. Puis ça peut comprendre la collaboration puis la tolérance, mais aussi l'évitement puis le conflit. Puis en fait, on voit que très souvent, les projets d'aménagement qui sont destinés aux personnes en situation d'itinérance vont rencontrer des oppositions. C'est un phénomène qu'on nomme NIMBY ou pas dans ma cour, on en a entendu parler un peu plus tôt. Donc, ça représente en fait le refus de cohabiter dans l'espace. Puis concrètement, ça va être l'opposition des riverains à un projet qu'ils vont juger indésirable dans le quartier où ils habitent, où ils travaillent, mais leur acceptation de l'implantation du même projet ailleurs. Dans cette catégorie, on va justement s'intéresser aux stratégies pour prévenir le phénomène pas dans ma cour, puis aux idées d'aménagement qui pourraient faciliter l'acceptabilité sociale des projets d'aménagement qui sont destinés aux personnes en situation d'itinérance, mais aussi essayer d'encourager la cohabitation saine dans les quartiers, puis au niveau de la rue aussi. Pour pouvoir vous présenter les pratiques, je vais utiliser des projets qu'on a jugés exemplaires. Donc, premièrement, on a Winzirast par Krobenraub Plus à Vienne. C'est un immeuble à appartements qui loge des étudiants et étudiantes puis des personnes en situation qui ont vécu des périodes d'itinérance. Puis c'est un projet qui est né à la suite de l'occupation en 2009 de l'auditorium de l'Université de Vienne. Donc, dans le cadre de l'occupation, il y avait plusieurs personnes en situation d'itinérance qui s'étaient jointes aux revendications étudiantes. Puis de ça est né un projet expérimental d'habitation collective où les étudiants et étudiantes puis les anciennes personnes en situation d'itinérance, donc en plus d'avoir accès à un logement accessible, peuvent approfondir les liens qui avaient été créés lors de l'occupation de l'auditorium. C'est des logements qui sont organisés en 10 noyaux de 3 personnes, puis le projet va aussi abriter des espaces communs, un restaurant, des salles pour les événements puis des ateliers. Donc, c'est un projet qui va témoigner d'une première pratique qui est celle de la mixité sociale au sein même d'un bâtiment. Mais c'est important de souligner que dans le cadre de ce projet-là, cette idée-là de mixité est née au travers d'une complicité politique, premièrement, puis donc a été choisie et non imposée. Ensuite, le projet est exemplaire au niveau de l'intégration contexte bâti. Donc, on note un respect puis une reconnaissance des éléments architecturaux propres au quartier puis à la rue. Par exemple, au niveau de la densité, de la hauteur, de l'alignement des formes, des couleurs puis de la composition des façades. Donc, parce que la conception est appropriée à son contexte, elle va permettre de déconstruire un des mythes selon lesquels les espaces qui sont destinés aux personnes en situation d'itinérance pourraient nuire au caractère d'un quartier. Premièrement, en valorisant l'architecture existante, puis ensuite en rejetant une architecture qui serait institutionnelle. Winzirast va aussi proposer des lieux de rencontre qui sont ouverts aux non-résidents. Puis ça crée une opportunité additionnelle pour les étudiants, les anciennes personnes en situation d'itinérance, puis les habitants du quartier de se rencontrer. Un autre projet qui nous a beaucoup intéressés, c'est Shelter from the Storm de Holland Harvey Architects à Londres. C'est un projet de conversion d'une épicerie vacante en un refuge d'une 40aine de lits. Puis en fait, l'idée directrice du projet, ça a été d'intégrer un café communautaire au sein des installations du refuge.
Donc, ici encore, on retrouve l'idée d'intégrer des lieux pour la communauté dans les projets d'aménagement qui sont destinés aux personnes en situation d'itinérance. Donc, en plus d'offrir un lieu qui est collectif, qui n'est pas institutionnel aux résidents du refuge, bien, ça peut aussi profiter au voisinage. Puis, c'est une solution programmatique qui peut, encore une fois, contribuer à déconstruire les mythes sur l'itinérance puis à soutenir une cohabitation sociale qui serait saine. Ensuite, la troisième pratique, ça va être de concevoir des espaces inclusifs. Et le dernier bloc a été très éclairant par rapport à ça, donc je vais continuer dans cette lancée. Donc ici, il est question de proposer des outils de conception inclusif. On a remarqué, en fait, dans la recherche traditionnelle dans le domaine du design inclusif, que la recherche va surtout s'intéresser à l'accessibilité physique des bâtiments puis des espaces de la ville. Puis nous, on a essayé de retenir une définition qui est un peu plus large de l'inclusivité. Donc, d'après le CAB, les environnements inclusifs, ça serait des environnements qui pourraient offrir des choix lorsqu'une solution de conception n'est pas adaptée aux besoins de tout le monde, flexibles dans leur utilisation, pratiques pour être utilisés sans effort excessif, puis surtout préparés à accueillir sans problème ni exception ceux et celles qui ont des besoins spécifiques, en leur donnant le sentiment d'être à leur place. Donc, pour se rapprocher le plus possible de la réalisation d'espaces inclusifs, comme je viens de les définir, on a identifié 3 pôles qui sont la conception, la recherche, puis la consultation, la participation. Puis, dans Schéma-ci, les pôles ont été mis en relation au travers de recommandations qui, selon notre recherche, pourraient contribuer à une architecture qui serait un peu plus inclusive. Premièrement, la conception va être informée. Ça veut dire qu'elle va se baser sur la recherche qui est disponible. Donc, on veut vraiment souligner l'importance d'étudier les milieux d'intervention puis les besoins des occupants et des utilisateurs via la littérature scientifique qui est disponible. Ensuite, la recherche va participer à documenter la diversité des besoins spécifiques puis les désirs des parties prenantes. Pour ça, par exemple, la recherche de Caroline Leblanc sur le non-recours au refuge est très éclairante aussi. Ensuite, les occupants et utilisateurs vont être impliqués dans les processus décisionnels. Ça réfère bien évidemment au design participatif, mais ça va aussi référer à des méthodes qui peuvent être mises en place pour faciliter la participation des personnes en situation d'itinérance pendant les consultations publiques. Donc, pour ça, on a noté, par exemple, des consultations mobiles, des consultations qui se feraient en plusieurs étapes, des modes de participation qui pourraient être variés pour les personnes pour lesquelles la prise de parole, ça peut être un enjeu. Puis aussi la rémunération des participants en guise de reconnaissance d'un savoir expérientiel. Ensuite, si on fait un retour dans la roue, donc les choix conceptuels puis constructifs vont être validés auprès des parties prenantes. Ça va permettre que la vie des participants soit réellement prise en compte puis qu'elle ne soit pas seulement symbolique. Ensuite, la participation dans la recherche va être validée et créditée. Donc, ça veut dire que les participants sont reconnus par leur mention puis par une mise en commun des résultats dans les communautés qui ont été impliquées, ou encore une fois, par la rémunération. Puis, finalement, la recherche va permettre d'évaluer les processus de conception puis la qualité des projets, par exemple, par des études post-occupationnelles. Puis, justement, le manque d'études post-occupationnelles, ça a été une des limites de la recherche qu'on a menée cette année. Donc, la 4e catégorie qu'on a identifiée s'intitule « Aménager un lieu sûr ». Donc, ça regroupe plusieurs pratiques qui touchent surtout l'environnement de l'espace bâti, plus particulièrement des typologies comme les refuges, les centres de jour et les logements. Mais comme on l'a mentionné tantôt, ce serait aussi intéressant de transposer plusieurs de ces pratiques-là aussi à d'autres typologies comme les villages de mi-maison ou même les campements urbains. Évidemment, pour cette catégorie-là, puis pour la suivante, les ouvrages sur le Trauma-Informed Design se sont afférés une source assez importante de documentation. Donc, qu'est-ce qu'un lieu sûr? L'expression assez intraduisible « safe haven », pardonnez mon anglais, est assez parlante. Il s'agit d'un espace de protection, de refuge, de répit en relation à un autre espace occupé précédemment qui était moins sécuritaire. Donc, c'est une catégorie qui regroupe plusieurs pratiques d'aménagement qui ont pour but de créer un contexte plus sécuritaire, plus rassurant relativement à la vie dans l'espace public ou institutionnel. C'est une section qui contient, d'une part, donc, des pratiques qui permettent de diminuer les sources de stress au sein de l'environnement.
On a compris le stress comme un processus qui survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre les demandes environnementales et les capacités individuelles et sociales à y répondre. Puis, considérant que les personnes en situation d'itinérance sont souvent à composer déjà avec l'itinérance, qui peut représenter un événement de vie assez stressant, les qualités de l'environnement physique peuvent être pensées de façon à ne pas leur imposer en su des hautes demandes d'adaptation. Comme en témoignait ce que nous disait un peu plus tôt Caroline Leblanc, parmi les lieux souvent fréquentés par les personnes en situation d'itinérance, les refuges peuvent être identifiés comme des lieux de source de stress élevé, entre autres par peur d'y voir sa sécurité compromise, que ce soit en y étant volé ou en étant victime de violence ou d'agression. L'aménagement peut contribuer à augmenter le sentiment de sécurité au sein de tels milieux. Du moins, c'est ce que la revue de littérature tend à suggérer. Donc, notre section présente d'une part des pratiques qui favorisent le développement, d'autre part, excusez-moi, je recommence. La 4e section présente d'autre part des pratiques qui favorisent le développement d'un sentiment de chez soi. C'est un sentiment qui est aussi intimement lié à celui d'expérimenter l'environnement comme étant un lieu sûr. C'est-à-dire un lieu qui est non seulement un lieu de sûreté et de sécurité, mais encore un espace qui est accueillant et confortable. Il s'agit d'une catégorie qui est assez volumineuse au sein du catalogue. Ce serait un peu trop ambitieux d'essayer de vous décrire l'ensemble des pratiques qui y sont réunies. Plusieurs d'entre elles sont généralement jugées de bonnes pratiques et sont documentées dans le champ des relations personnes-milieu. On peut penser par exemple au fait d'augmenter la lisibilité de l'espace pour faciliter l'orientation ou encore de diminuer les sources potentielles de stress. Notre contribution spécifique dans le catalogue, ça consiste donc à mettre en lumière, d'une part, pourquoi ces pratiques revêtent une importance particulière pour les personnes en situation d'itinérance, mais aussi à souligner certaines avenues à privilégier pour les mettre en œuvre et à présenter des projets qui les exemplifient. Prenons par exemple le fait de préserver l'intimité et de respecter l'espace personnel des occupants. Ça s'avère d'autant plus important que la vie privée est un enjeu particulièrement important pour les personnes en situation d'itinérance qui souvent vivent soit sous la surveillance de la police dans les rues de la ville ou encore sous la surveillance des institutions dans des centres d'hébergement. Vous voyez à l'écran le projet IVAS Phoenix de la firme LGA Architectural Partners qui est assez intéressant à cet égard. C'est un projet qui est né de la transformation d'une ancienne usine d'eau au centre-ville de Toronto. Il offre maintenant du logement de transition et des espaces de formation pour les jeunes personnes en situation d'itinérance ou qui sont à risque de l'être. Le bâtiment permet divers niveaux d'engagement social selon les désirs des occupants d'interagir ou non avec leurs pairs. Il y a des espaces collectifs qui sont multiples et variés, qui répondent à une gradation de degrés de socialisation et d'intimité désirés. Il y a aussi un parcours, comme on peut le voir sur les photos, qui est avec des passages lumineux, qui offre une visibilité suffisante aux occupants afin qu'ils puissent déterminer avant de s'engager dans les espaces communs s'ils veulent éviter certaines interactions. Évidemment, la réflexion autour de l'espace personnel nécessite toujours une approche qui est culturellement appropriée puis qui doit tenir compte des besoins différenciés de chacun des occupants. Dans le cas du IVAS Phoenix, il y a un espace à soi qui est réservé pour chacun des jeunes occupants mettant à leur disposition des chambres individuelles. Donc, j'ai terminé avec la 5e catégorie qui est soutenir l'autodétermination. On a défini l'autodétermination comme la capacité à faire par soi-même des choix. Malgré tout, on remarque que les personnes en situation d'itinérance sont souvent confrontées à des environnements qui peuvent être infantilisants puis contraignants. Mais l'autodétermination puis le contrôle personnel, c'est des besoins fondamentaux, puis en particulier pour des personnes qui ont vécu des épisodes traumatisants. Donc, pour essayer de tisser le lien qu'on essaie de faire entre autodétermination puis espace bâti pour les personnes qui ont vécu l'itinérance, je vais vous présenter la structure des sous-pratiques qu'on retrouve aussi dans les chapitres précédents, sauf le 3e chapitre. Donc, on a choisi de classer les pratiques par échelle, en débutant par une échelle plus relative à l'individu, puis en terminant par une échelle urbaine. Donc, on commence par un sentiment qui est lié à l'identité, puis on termine par la connectivité dans la ville. La première pratique, ça va être de contribuer au développement d'une sécurité ontologique. La sécurité ontologique, c'est un état de bien-être qui est ancré dans un sentiment de constance dans l'environnement matériel puis social. C'est un état qui est essentiel pour la reconstruction d'une identité personnelle après avoir vécu des épreuves difficiles, voire traumatisantes.
Puis, en fait, on remarque que l'environnement bâti va pouvoir faciliter la tenue de routines quotidiennes, puis aussi favoriser l'atteinte d'une certaine liberté par rapport à un contrôle puis à une surveillance institutionnelle. Donc, on propose de concevoir des espaces qui sont durables, puis de rejeter des éléments architecturaux qui vont rappeler des institutions, puis justement cette forme de surveillance-là. Ensuite, on a prévoir des stratégies de personnalisation de l'espace, entre autres en priorisant la flexibilité des aménagements pour que les occupants puissent moduler leur espace selon leurs désirs puis leurs besoins. La troisième, ça va être d'offrir aux occupants une variété d'espaces puis de programmes pour qu'ils puissent avoir le choix. Donc ça peut impliquer de prévoir des appartements de différentes tailles, par exemple pour des couples ou des familles, qu'elles soient de sens choisis. Ça peut être de prévoir la présence d'animaux, de prévoir des espaces intérieurs et extérieurs multifonctionnels, puis d'inclure des programmations qui vont au-delà de l'hébergement puis de l'offre de services. Puis ensuite, on a l'idée de prendre en compte des réseaux puis des services en place. Donc, comme on l'a vu tout au long de la journée, souvent les personnes en situation d'itinérance vont être déplacées en périphérie des villes, puis ça va contribuer à exacerber leur vulnérabilité. Donc, on considère qu'un milieu de vie pour les personnes en situation d'itinérance doit être inscrit dans un réseau de ressources de proximité puis de services. Donc, finalement, c'est ça, cette catégorie-là va passer par des pratiques qui vont parler de plusieurs échelles, puis de lieux durables, d'espaces appropriables, d'espaces variés, puis de lieux qui sont connectés. En conclusion, c'est la première étude du genre au Québec. Ensuite, par le choix de langue de notre revue de littérature, on a réussi à regrouper plusieurs échelles, celle de la ville, celle du bâtiment, mais aussi des méthodes de conception. On est une équipe multidisciplinaire, donc professionnelle et étudiante en architecture, en travail social puis en philosophie. Puis la revue de littérature initiale va alimenter une recherche future qui a pour but de mieux comprendre le lien entre l'architecture puis l'itinérance, spécifiquement dans le contexte québécois. Voilà. Merci Elisabeth, merci Sarah Lou. Le catalogue n'est pas encore prêt. Les textes sont en révision, on est en train de le mettre en page, mais tout ça va être prêt d'ici Noël. Donc, chaque personne qui est inscrite à l'événement aujourd'hui recevra un courriel avec le lien et vous aurez en primeur accès à ce travail immense. Merci beaucoup. Une fois publié, nos activités de recherche vont quand même se poursuivre. Donc, nous comptons évaluer les impacts des pratiques par des études, justement, post-occupationnelles. C'est ce qu'on veut faire, du moins, en étroite collaboration avec des personnes ayant une expérience vécue. Un second volet de recherche prévoit aussi la mobilisation des savoirs professionnels ayant conçu des projets destinés aux personnes en situation d'itinérance. Nous souhaitons donc identifier et documenter des histoires à succès, mais aussi des failles ou du processus de conception ou de mise en œuvre. Donc, on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour vrai sur le terrain. Un troisième volet d'activité vise aussi le développement d'outils et d'activités de transfert de connaissances. Un peu comme aujourd'hui, mais on veut rejoindre d'autres publics. On croit par ailleurs être en mesure de produire une exposition grand public à suivre. En fait, moi, c'est un commentaire. En fait, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'on avait peu de réflexion en lien avec les personnes qui consomment des substances et qui vivent des barrières très, très, très importantes dans les différentes structures. Donc, je pars avec ce petit bagage-là en me disant « Oh, OK, il y a du travail encore à faire, il faut shaker à baraque, puis on arrivera à vraiment répondre aux droits des personnes à partir du moment où on réfléchira davantage à des structures inclusives là, pour leur apporter du soutien. » Voilà, je pars avec ça dans mon cœur. Voilà. Merci, Caroline. La journée a été remplie de présentations avec de belles solutions, mais j'ai une petite frustration, c'est qu'il n'y a pas assez de décideurs dans la salle. Donc, l'enjeu du manque de volonté politique est ressorti à plusieurs reprises. Et moi, j'aimerais m'assurer que les résultats de ce colloque extrêmement important tombent dans les bonnes oreilles et puissent vraiment faire un changement.
Merci. Merci, Caroline. Mais en fait, comme le catalogue est aussi en grande partie financé par la Ville de Montréal, la Ville de Montréal va être un important partenaire de diffusion. Peu importe ce qu'on dit dans le catalogue, ils sont tenus et sont des partenaires. Donc, la chose va, nous le souhaitons, bien voyager. Notre angle mort, aménagement et installation dans l'espace public, qui contribue réellement à la cohabitation sociale et le partage équitable de l'espace public. Donc, on a parlé beaucoup des bancs, mais à la table, on se disait, il me semblait qu'on aurait aimé parler d'architecture structurelle qui nous amènerait à pouvoir visionner justement la cohabitation, parce que c'était beaucoup dans l'hébergement, les logements, on a parlé un peu de toilettes, puis le banc à nouveau, mais et le défi. Donc, on parlait d'être capable d'aller plugger notre cellulaire, mais on l'a vu ça en appartement ou en logement ou hébergement. Donc, ces types de façons où on peut répondre aux besoins et à l'inclusion des personnes dans l'espace public. Voilà. Merci. Un des angles morts que je voyais, c'était la question de l'intersectionnalité, tu sais, le croisement entre les oppressions. Dans le fond, tu sais, on le sait, c'est pas la même chose d'itinérance pour les femmes que pour les hommes, c'est pas la même chose d'itinérance pour les jeunes que pour les personnes plus âgées, la population vieillissante. C'est comme tous des enjeux que je voyais moins, parce que oui, adaptés pour les itinérants, mais pour lesquels, tu sais. Ouais. Je sais qu'on avait parlé là, de la diversité des profils d'itinérance, mais je n'avais pas tant vu dans les solutions. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est de la sexualité. Je pense que c'est beaucoup vécu dans les milieux de vie. On en entend un petit peu plus parler dans les milieux de vie pour personnes âgées, d'aménager des lieux pour avoir une sexualité, que ce soit à soi ou avec des personnes. Mais donc, ça pourrait être l'objet de notre prochain colloque, hein? Comment on aménage des coins tranquilles et des lieux pour cette partie de la santé. Je rejoins un peu, je ne sais plus, je pense que c'est Lynn qui a dit ça tout à l'heure, de plein milieu. On parle beaucoup, au moins de Nicolas, de la ville de Montréal. Oui, le guide va circuler au niveau de la ville. On a hâte de le recevoir. Je dirais que de le faire circuler à la ville, oui, mais à d'autres paliers gouvernementaux aussi, c'est important, dans le sens où la question de l'itinérance, on le sait que c'est multigouvernemental. Il y a différents niveaux de paliers gouvernementaux. Ce qui aurait été intéressant, on a beaucoup de modèles à Montréal, avec beaucoup de chutes, de refuges qui ont ouvert proche de parcs, d'espaces publics, et la question, on va dire, de ce partage est un enjeu au-delà du banc public, au-delà des installations, en effet, où il y a parfois des bons coups. Je pense notamment, au niveau de MHM, où il y a un refuge, il y a juste coller un parc et comment, justement, le voisinage a participé aussi, justement, à rendre ce parc le plus inclusif, dans certaines limites. Et il y a d'autres choses sur lesquelles il y a plus d'enjeux. Donc, je pense de voir aussi toutes les solutions qui ont déjà été mises en place à Montréal. Je pense à la place Gamelin ou d'autres choses. C'est quoi les bons coups? C'est quoi les choses qui ont été plus compliquées à une échelle montréalaise aussi? Il y a des choses intéressantes qui ont été montrées, mais je serais curieux aussi de faire une lecture aussi propre à l'échelle montréalaise. Donc voilà. Merci aux intervenantes et aux intervenants de la journée pour leur expertise savante, professionnelle et ou expérientielle, comme on l'a mentionné aujourd'hui. Pour toute leur générosité et leur transparence aussi. Je pense que tout le monde a parlé avec beaucoup de franchise, ça transpirait dans la journée. Puis j'espère que les prochaines conversations qu'on va avoir dans les autres colloques vont être sous cet angle-là. Merci aux participantes et aux participants. Vous avez été bons, curieux et, je pense, sensibles. Ça se sentait dans les échanges que j'ai entendus. Merci de votre présence attentive durant la journée. Merci aux partenaires. Donc, Ville de Montréal, Gouvernement du Québec, Fondation Mitax et notre partenaire de recherche principal. On a le CERC aussi qui est là, on a FATEN. Hein. Donc, c'est déjà annoncé, mais le CERC se joint au projet avec un partenaire de recherche qui va concerner les parcs. Donc, en écho direct à ce que tu disais, Nicolas, peut-être FATEN, Nicolas, vous parlez, on a ce partenariat-là qui s'ajoute de recherche sur les parcs. Donc, merci à tous les partenaires. Merci à mon équipe, à mes collègues, mes collaboratrices. Donc, c'est toutes des femmes.
Vous êtes impliqués dans le projet à 150 km/h. Donc, Sonia, Hélène, Caroline, Véronique, Sarah-Lou, Elisabeth. J'oublie quelqu'un? En tout cas, de l'équipe de recherche. Je ne mentionnerai pas tous les gens du comité consultatif qui ont été mentionnés aussi, mais pour ce qui est de mon équipe, donc, vous êtes engagés, rigoureuses, critiques, capables de penser en dehors du cadre assez loin, là, pas juste comme juste l'autre côté de la ligne, mais vous allez voir très loin en dehors du cadre. Et vous êtes aussi courageuse de vous être embarquée dans une patente aussi folle. Donc, continuons. C'est le début. Continuons. On va réaliser de belles choses et on va transformer, je pense, à notre façon, les pratiques dans notre milieu.